Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Merci d'être avec nous pour le début de la deuxième partie de Géopolitique, le MAG. Et c'est maintenant Léa Landman qui nous rejoint comme chaque semaine. Bonsoir Léa. Bonsoir Steve. Et vous intéressez cette semaine, chère Léa, à la situation du Hamas. Bah oui, depuis 2 semaines, depuis le cessez-le-feu, surtout avec ces images de mise en scène complètement délirantes qu'on voit à chaque libération d'otages. Pour l'instant, on en a eu 3. La grande question quand même en Israël, c'est qui a gagné. Et on ne va pas poser la question aujourd'hui de qui a gagné, parce que je pense que ce n'est pas la question. Mais en tout cas, on va se poser la question de où en est le Hamas. Et pour savoir où en est le Hamas, on va essayer de répondre à 3 questions rapidement, Steve, je vous promets. Un, c'est donc logistiquement où il en est. Est-ce qu'on peut déjà comprendre ce qui va se passer à Gaza le jour d'après? Et là, quand on dit le jour d'après, en fait, c'est la 3e fameuse phase. Et ensuite, je voudrais terminer par une petite réflexion que je vais laisser ouverte sur le rôle des pays arabes à Gaza. Notamment les États du Golfe, j'imagine. Oui. On y reviendra. Oui. Donc, où en est le Hamas, d'abord, on est le Hamas. factuellement. Alors, selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, plus d'1 million de Palestiniens déplacés sont retournés dans le nord de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Il faut dire quand même que certains sont rentrés, ont vu qu'il n'y avait plus rien dans le nord et sont retournés en fait dans le sud. On ne sait pas évaluer le nombre, mais quand même. Ce retour massif représente à la fois en fait un défi et une opportunité pour le Hamas qui tente de rétablir son administration et de subvenir aux besoins de la population. Alors, les images qu'on a tous vues et juste ce matin, enfin cet après-midi, sont censées donner l'impression que pour le Hamas, jusqu'ici, tout va bien. L'organisation terroriste réaffirme sa présence et son autorité, point d'interrogation, à Gaza. Les images de la libération de Gadi Moses et Arbel Yaoud ont même un peu renforcé cette histoire, puisqu'ils ont été libérés des mains du djihad islamique qui a complètement perdu la main et le contrôle de la situation. Et quand on voit les 2 otages passer, on voit que c'est le Hamas qui les tient, les bandeaux verts. C'est eux qui font la loi. C'est quand même eux qui ont appelé toute cette foule à venir. Donc, c'est le Hamas qui reste toujours la force dominante pour le moment dans la bande de Gaza. Visuellement. C'est important cette histoire de visuellement. Des forces de police ont été déployées, des forces de police du Hamas ont été déployées pour gérer la circulation, sécuriser les convois humanitaires et assurer l'ordre public. Des hauts responsables du ministère de l'Intérieur, contrôlés par le Hamas évidemment, effectuent des visites dans les centres-villes, mettant en avant la présence des forces de sécurité armées. Il y a une unité de déminage, quant à elle, qui peine quand même à neutraliser les engins explosifs non détonés. Au niveau municipal, les gouvernements locaux affiliés au Hamas ont lancé les premières opérations de reconstruction. Il y a une opération qui s'appelle Gaza Phoenix ou Phoenix Gaza, c'est-à-dire donc renaître de ses cendres. Oui, évidemment. Des équipes ont été envoyées pour dégager les débris, ramasser les ordures et évaluer les dommages et aux infrastructures. Une partie du deal, c'est de faire rentrer ces fameux tracteurs qu'on a vu détruire la barrière israélienne le 7 octobre. Mais bon, c'est censé être contrôlé par les Américains, les Qataris, on ne sait pas très bien, par cette fameuse boîte privée. On verra. La priorité du Hamas, donc, et des autorités locales est la restauration des services vitaux. Donc, avant le conflit, Gaza dépendait largement de ses usines de dessalement pour l'approvisionnement en eau, dont beaucoup ont été détruites. L'infrastructure électrique est presque entièrement effondrée, rendant la réhabilitation de ces services essentiels une priorité absolue. Est-ce que, Léa, le Hamas collabore avec d'autres structures internationales pour reconstruire Gaza ? Oui. Par exemple, en matière d'aide et de reconstruction, le Hamas collabore avec des organisations internationales comme le Programme des Nations Unies pour le développement pour reprendre la distribution de l'aide humanitaire. UNRWA est toujours sur place, évidemment, même si Israël a fermé les bureaux en fait en Israël et a décidé d'arrêter toute collaboration et coopération. Ce fameux programme de l'ONU a signalé des engagements financiers significatifs de la communauté internationale. D'ailleurs, 2 banques sont déjà fonctionnels à Gaza. Les services bancaires reprennent et Hamas peut recommencer à payer les salaires. C'est un point hyper important. On sait aussi que l'envoyé du Hamas, un des envoyés du Hamas en Turquie, gère une fortune de $1,5 milliard. Donc il va falloir vraiment un effort international pour que ces $1,5 milliard n'arrivent pas au Hamas. Ça fait quand même partie des points importants. Sur le plan de la guerre des images, de la guerre d'influence, du récit de cette guerre-là, qu'est-ce que essaye de nous raconter, de vendre au monde entier le Hamas à travers les images et les vidéos qui sont diffusées ? Alors,
je trouve que cette guerre des images, c'est cette guerre de narratif en fait qui accompagne tout ce conflit depuis le 7 octobre, elle est très compliquée. Et surtout quand on est dans le vif du sujet, il faut faire une fois littéralement un zoom out pour essayer de comprendre. Par exemple, à la libération de Émilie Damari, Romy Gonen et Doron Steinbrecher, on a vu ces images en fait. On avait l'impression qu'il y avait des centaines et des milliers d'opératifs du Hamas autour. Et en fait, quelqu'un a pris une photo en zoom out. Et là, on voit quand même que oui, il y avait certainement une petite centaine d'opératifs du Hamas, mais les rues autour étaient vides. Okay, ça, c'était donc il y a 2 semaines. Aujourd'hui, là, c'est ce qu'on a vu dans le sud de Gaza, mais c'est pas étonnant que ce soit dans le sud de Gaza, puisque le sud de Gaza a été beaucoup moins frappé en fait que le nord de Gaza. Là, on a vu vraiment une foule déchaînée. Déchaînée, il n'y a pas d'autre mot. Donc, si 80% des Gazaouis sont effectivement rentrés dans le nord, 90% ont perdu leur maison, qui ont été détruites ou sont inhabitables, ça ne me paraît pas personnellement une énorme victoire. D'ailleurs, il y a une journaliste israélienne qui couvre très très bien Gaza, et elle a fait passer une petite vidéo de Al Jazeera, qui est en train d'interviewer un homme qui est en train de remonter dans le nord, et au moment où il critique le Hamas, on lui enlève le micro. Alors, là aussi, on a un problème. Parce que, est-ce que c'est quelques personnes qu'on interviewe et qui parlent contre le Hamas, qu'est-ce que ça représente? Où en est Gaza à ce niveau-là? Je pense que les avis sont très partagés pour l'instant. C'est évident qu'une certaine population soutient le Hamas, une autre non. C'est très difficile à dire. 50-50, 40-60, 30-70, c'est-à-dire on n'a pas ce genre d'estimation. Il n'y a pas d'appel à la révolte ou à la rébellion ou à la contestation. Il n'y a pas d'appel à la révolte. On ne voit pas sur des comptes un petit peu, mais pas de critiques massives du Hamas. Bon, pour l'instant, on peut peut-être penser que c'est l'état de choc. Encore une fois, je pense que les images d'aujourd'hui, de la libération de Arbel Yaoud et Gadi Moses et des cinq nationaux thaïlandais vont un peu changer la donne. C'est un moment clé parce que la vie des otages était effectivement en danger. Bon, en ce qui concerne le Hamas, donc, il n'a plus de fabrication d'armes. Il faut être quand même clair parce que ces images, elles sont troublantes. C'est évident que tout le monde, en Israël, à l'étranger, se pose la question, mais 15 mois de guerre et ils sont capables quand même de mettre en place une mise en scène comme ça. Vous avez vu, ils ont des tags avec imprimés, on dirait une conférence, quoi. Donc, par contre, en revanche, il n'a plus de capacité de fabrication d'armes. Son oxygène financier est très affaibli, pas arrêté, mais affaibli. Et le mécanisme de surveillance à Rafah ne va pas être commode pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il y aura du 100%, mais en tout cas, ça ne va pas être commode. Et je pense que pour les Égyptiens, c'est fini. On ferme les yeux sur la contrebande. Ça ne va pas plaire aux Américains. C'est pas possible. Il n'empêche, pour le moment, c'est Hamas qui gère sur place. Or, Israël et la communauté internationale doivent faire tout leur possible pour que ce ne soit pas le cas. C'est-à-dire que si quelqu'un pense que c'est encore une bonne idée de négocier avec le Hamas, parce que vraiment, il n'y a pas d'alternative, en Israël et à l'étranger, il faut que ce soit clair. Si Daesh avait renversé Assad en Syrie, personne n'est en train de dire « Non, peut-être quand même, il faudrait trouver un moyen de les intégrer dans le gouvernement futur, etc. » C'est des discussions qui sont complètement délirantes. On parle d'un groupe terroriste, malgré tout, mais qui gouverne un territoire, certes, mais c'est un groupe terroriste. C'est un groupe terroriste. Vous voyez, la première occasion que le Liban a eue de se débarrasser du Hezbollah, il le fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à Israël de gérer une situation que personne ne veut gérer, que tout le monde trouve complètement aberrante. Après, il reste quand même l'idée que Israël ne veut pas de remplacement. Alors, là, il nous reste 2 minutes pour parler notamment de l'après politique à Gaza. Okay. Alors, l'après politique, il y a 2 points importants. C'est Matthew Levitt et Michael Singh du Washington Institute qui en parlent. Je vais le faire rapidement parce que j'ai un dernier point quand même. Un, c'est que pour que les choses marchent, il faut perturber le soutien iranien. Donc, le Téhéran qui fournit au Hamas cette aide financière et militaire, des armes, la formation et des fonds. Ça, il faut couper ces lignes. Et le deuxième point, c'est remplir le vide du pouvoir à Gaza. Ce qui m'amène à ma conclusion. Sur les États arabes, leur rôle sur les États arabes. Cette après-guerre. Il y a pas mal d'États qui ont dit on va donner 300 millions, on va donner ça. Tout le monde dit, tout le monde pledge en fait des sommes d'argent. Les premiers qui auraient mis les 50 premiers millions de dollars, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même, c'est les Qataris. Les mêmes Qataris qui sont au centre des négociations, les mêmes Qataris qui font partie de ce mécanisme de vérification des voitures. Et il faut quand même... Et les Saoudiens et les Émiratis qui veulent faire partie de cette reconstruction de Gaza, notamment dans le cadre d'une normalisation avec Israël, attendent que l'autorité palestinienne
leur demande de venir, c'est une question de légitimité. Or, pour Israël, il n'y aura pas d'autorité palestinienne à Gaza. Donc le Qatar pourrait rester comme l'acteur principal international de cette... Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose si. On revient à l'argent qatari au Hamas, parce que autant idéologiquement, le Hamas, c'est vraiment l'ennemi idéologique et des Émirats et de l'Arabie Saoudite, autant c'est pas du tout l'ennemi juré. Au contraire, c'est les mêmes idéologies que le Qatar. Donc en fait, on va se poser quand même cette question si l'argent qatari à Gaza, c'est la situation idéale, parce que c'est comme si Israël revenait le 6 octobre. Après, on peut pas, en hébreu, on dit marcher avec et avoir l'air sans. C'est-à-dire, on peut pas ne rien vouloir à Gaza. C'est-à-dire, le gouvernement israélien va devoir décider qui va être à Gaza. Est-ce que c'est une autorité palestinienne réformée ou pas? En tout cas, c'est même pas autant l'autorité palestinienne que les pays arabes qui vont faire partie de cette reconstruction. Si Israël veut les Émirats et l'Arabie Saoudite, ou si refaire revenir dans le jeu l'autorité palestinienne. Oui. Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir été avec nous, pour vous retrouver notamment sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine. Plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.